Vous êtes le premier à savoir et comprendre. Bienvenue sur Géopolis Télévision. Vous êtes dans Géopresse, votre magazine qui se propose de vous offrir le grille de lecture pour comprendre l'actualité sociale et économique en République démocratique du Congo grâce notamment à l'analyse des journalistes. Aujourd'hui, format spécial, nous sommes heureux d'avoir avec nous Faustin Kwediasala. Bonjour. Bonjour. Faustin Kwediasala qui est éditeur et directeur général du journal Econews. Également avec nous sur ce plateau, Fiston Oleko, bonjour. Bonjour. Fiston Oleko, un habitué de Géopresse, journaliste à Géopolis Forum. À bon entendeur, installez-vous, nous sommes partis pour une émission de 45 minutes qui commence avec le sommaire. Des idées qui suscitent débat et réflexion, le regard poignant de Matata Ponyo, ancien Premier ministre, sur l'économie congolaise. Le sénateur a publié un document où il disserte notamment sur la question de la stabilité macroéconomique qu'il qualifie de fausse stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Matata Ponyo porte un regard sur la question de réserve d'échange, le lien qui existe entre la politique et l'économie, une compilation de textes éditoriaux écrits sous la plume de l'ancien Premier ministre, des idées originales qui touchent la quasi-totalité de la vie économique, sociale et politique de la RDC. L'ancien Premier ministre a été chef du gouvernement pendant 4 ans, une longévité qui lui donne un recul important sur les questions de gouvernance. Nous allons essayer de décortiquer sa pensée tout au long de cette émission. Bienvenue, bonjour à tous. Encore une fois, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aussi sur le plateau, Faustin et Fiston. Alors, il faut dire que d'entrée des jeux, Matata Ponyo a précisé et il a établi un rapport qu'il y a entre la politique et l'économie, mais il a dit des affirmations comme quoi, pour lui, un gouvernement de coalition, Faustin, un gouvernement de coalition ne peut donner aucun résultat qui donne une cohérence économique. Est-ce qu'on est parti pour un désespoir, sachant que le Congo fait suivre parfois des gouvernements de coalition? Bon, merci Patrick pour la question. Évidemment, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre shit quand vous dites que si un gouvernement de coalition d'union nationale rime forcément avec le désespoir. Je crois qu'il faut relativiser. Oui. Je crois qu'il faut relativiser. En fait, quand dans son analyse, l'ancien Premier ministre essaie de faire les liens entre la politique et l'économie, en fait, il s'interroge si nos choix politiques jouent en faveur de l'économie nationale. Oui. Et je crois pour comprendre ce qu'il lui tente d'établir comme corrélation, il faut un peu répartir en amont. En amont, c'est-à-dire, vous savez, notre architecture institutionnelle est née du dialogue intercongolais de Sun City. Nous sommes en 2002. Il y a des belligérants qui se sont mis d'accord. On a signé ce qu'on a appelé l'accord global et inclusif du Sun City, où on s'est mis d'accord autour d'une constitution qu'on a soumise au référendum. Et c'est cette constitution-là qui nous guide. En fait, notre constitution, telle qu'elle est organisée, ou notre système politique, c'est un système politique de la belligérance. Notre constitution était telle que on a voulu en fait réunir tout le monde dans la gestion du pays. Si bien qu'on a créé un parlement qui est bicaméral, avec un Sénat et une Assemblée nationale, avec une Assemblée nationale de 500 députés nationaux, un Sénat de 120, plus les assemblées provinciales, avec en prime des gouvernements provinciaux. Donc vous comprendrez que notre constitution, telle qu'elle est organisée, notre système politique, ce n'est pas un système politique qui est orienté vers le développement. C'est comme si, dans notre architecture constitutionnelle, on a fait en sorte qu'on puisse satisfaire le plus possible les acteurs politiques. C'est pourquoi moi je considère que notre constitution, telle qu'elle est organisée, c'est une constitution du sous-développement. Okay. Parce que vous remarquerez qu'on se plaint généralement, même dans les budgets nationaux, la part réservée au secteur porteur, comme les infrastructures, la santé, l'éducation, sont négligées au détriment des secteurs pratiquement improductifs. C'est pourquoi vous remarquerez que dans notre budget national, au moins 70% des revenus, le peu de revenus qu'on peut mobiliser dans le cadre du budget national, servent simplement
aux frais de fonctionnement oui. des institutions à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire, est-ce que ça a été fait sciemment? Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas participé au dialogue intercongolais. Mais je crois que ce que le Premier ministre se pose comme problème, c'est un problème réel. C'est-à-dire 20 ans après notre constitution qui a été adoptée le 18 février 2006, c'est-à-dire on doit en fait se poser de questions. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Le bon sens, ça veut dire quoi? Parce que c'est pratiquement un pays qui consacre au moins 60% de ses revenus budgétaires pour financer ces institutions. C'est un pays qui a fait le choix de rester dans le sous-développement. Un pays qui volontairement fait le choix de ne pas financer les secteurs porteurs comme l'agriculture, comme les infrastructures, comme la santé, c'est un pays qui a fait le choix de rester dans le sous-développement. C'est pourquoi de plus en plus, il faut que dans notre pays, on engage un débat citoyen sur nos choix politiques. Oui. Et nos choix politiques ont été tels que, si ça s'est justifié en 2002, parce qu'il fallait bien, vous savez, dans quelles conditions on était en 2002, avec un pays pratiquement morcelé, à gauche et à droite, il y avait les MLC au nord, il y avait les RCD, il y avait des petites rébellions à gauche et à droite. C'est vrai qu'il y avait une nécessité de réunir tous ces gens-là. C'est ce qui a fait que nous puissions avoir la Constitution 2006. Mais c'est fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la situation de belligérance. On ne peut pas comprendre que dans notre Constitution, on crée des institutions qui sont budgétiques, qui sont économiquement irrationnelles et politiquement inadéquates. Je prends l'exemple de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui. Parallèlement, il y a un ministère des droits humains. Alors que, est-ce qu'il y a nécessité de garder cette commission? Je prends l'exemple du Conseil économique et social, avec une centaine de membres qui sont pris en charge par le budget national. Donc c'est pourquoi j'ai dit, et le Premier ministre a posé un problème qui est bien réel, c'est-à-dire qu'on doit calibrer nos choix politiques pour que ça ne soit pas nuisible à nos choix économiques. Voilà. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre en tout cas, s'est inspiré de la coalition FCC Cash. On sait ce qu'il en était. Et il a évoqué tout de même la coalition, on va dire le gouvernement qui a marché, le gouvernement Matata 1, mais le gouvernement qui est arrivé après les consultations, c'est un gouvernement de coalition qui n'a pas beaucoup marché. Êtes-vous d'avis que la cohérence ou bien la cohérence qu'on cherche en termes politiques va au détriment on va dire de la stabilité ou bien de la bonne marche économique? Oui, merci pour la question. Oui, justement, vous savez, M. Faustin et Briscard, comme vous l'avez appelé. Vieux Briscard, oui. Briscard, comme vous l'avez appelé, dans le couleur, a bien décrit la situation politique et économique de notre pays, qui ne favorise pas vraiment le progrès, la prospérité. Et notre État fait bien de le soulever, parce que, au départ, quand vous voyez les coalitions telles qu'ils se font, c'est-à-dire qu'il y a un problème des idéologies. Il y a un problème de vision. Parce que chaque regroupement politique a une vision donnée. Justement, une fois au pouvoir, il les met en place. Et déjà au départ, la plupart des regroupements politiques qui se coalisent pour des raisons politiques sont beaucoup plus au départ divisés idéologiquement, divisés par la vision, divisés même par la manière de gérer la chose publique. Les idées étaient tellement divergentes que quand ils sont ensemble, ça crée ce que nous constatons souvent et beaucoup plus, quand vous voyez même dans les formations du gouvernement, des raisons sont beaucoup plus politiques, sont beaucoup plus dans les idées de pouvoir venir et s'enrichir au niveau des institutions de l'État. Il y a une corrélation entre l'économie et les choix politiques. Parce que vous allez vous souvenir qu'on dit souvent, c'est un Français qui l'a dit, faites-moi la bonne politique, vous ferez les bonnes finances. Oui. Il va aller même plus loin, Karl Marx qui a parlé que ce sont les infrastructures qui déterminent la superstructure. C'est-à-dire que l'économie, c'est une activité de choix. Mais le vieux a parlé ici de choix rationnels. Des choix rationnels qui doivent guider justement notre économie, qui doivent guider justement nos désirs et nos vouloirs. Vous voulez nos désirs d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, mais il faut savoir qu'aussi, je vous renvoie à la question, au-delà de choix économiques, au-delà de la cohérence économique, il y a des équilibres politiques qui sont tout aussi importants pour une société comme la RDC. Est-ce que le fait de vouloir trouver un équilibre entre le politique, l'économique et le social n'est pas justement la bonne solution?
Mais notre société, la République démocratique du Congo, est telle qu'organisée, telle que structurée. Et on peut aller même jusqu'au très loin dans la loi électorale. Vous allez comprendre qu'aucun parti politique ne peut gagner les élections seul pour pouvoir avoir une marge de manœuvre possible pour pouvoir diriger le pays. Donc, c'est-à-dire le problème est d'abord fondamental au niveau des textes, au niveau de nos choix, au niveau de ce que nous voulons de notre pays à partir des textes. Donc c'est un vrai débat qui est mis sur la table. Faustin Kodiassala, je reviens à vous. Au-delà de membres du gouvernement, on remarque, on peut aller au-delà, la composition même de cabinet, même le partage, disons ça comme ça, même si c'est trivial, le partage des entreprises publiques obéit même à cette logique-là des coalitions politiques au détriment même des choix des technocrates. Est-ce que quelque part, Matata Ponyo a eu le mérite de poser un vrai débat qui gangrène, des questions qui gangrènent la société congolaise? Vous savez Patrick, c'est pourquoi j'avais pris le soin de vous rappeler cet accord de Sand City, d'où est venue justement la Constitution de 2006. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, où le débat politique prend le dessus, surtout le débat économique, c'est qu'on a fait le choix de ne pas progresser. Oui. Alors, je reviens par rapport à ce que Feston disait tout à l'heure, évidemment. C'est vrai qu'on dit, faites-moi de la bonne politique, moi je vous ferai de bonnes finances. C'est une hypothèse universelle qui se justifie un peu partout. Vous savez, je prends un exemple un peu plus récent. Est-ce que vous pouvez comprendre dans un pays qui aspire au développement, qui aspire au progrès, on sacrifie plus de 20 millions de dollars parce qu'il faut justement amadouer les députés pour faire basculer les rapports de force à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut mesurer les coûts politiques de nos actions. Parce que quand le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Et notre constitution, notre système politique est tel qu'aucun parti ne peut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il faut toujours se coaliser. Et je crois que Fiston l'a souligné. C'est-à-dire, en se coalisant, on suppose qu'au départ, parce que nos formations politiques, ils ne sont pas liés par une base idéologique. Il n'y a aucun parti politique ne peut te dire je suis de la droite, je suis de la gauche, parce qu'on ne sait pas établir la ligne de démarcation. Ce sont souvent des intérêts politiques qui guident à ce que tel se coalise avec tel autre. C'est pourquoi je dis, on prend l'exemple juste du changement de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ça y est, un coût. Oui. On sait qu'il y a des billets verts qui ont circulé à l'Assemblée nationale. On parle même de plus de 20 millions de dollars. Déjà, ne prenant que les jeeps qu'on a accordés aux députés nationaux. Imaginez-vous si tout l'argent qui a été dépensé pour amener à ce que les rapports de force basculent à l'Assemblée nationale. Imaginez-vous si on les avait ne serait-ce qu'affectés dans la construction des écoles. Qu'est-ce qu'on aurait comme résultat sur le plan économique? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et le choix est tel que notre système politique est organisé, personne ne peut gérer seul. Or, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas forcément les intérêts du peuple qui guident les décisions des députés nationaux. Parce que même les députés qui sont la majorité parlementaire aujourd'hui se réclament de l'union sacrée de la nation. Mais chaque fois que vous voulez passer une initiative à l'Assemblée nationale, ils vont vous dire, bon, on va voter après. C'est-à-dire, on suppose que même la majorité doit entretenir ses propres députés. C'est pourquoi j'ai parlé de coûts politiques. Et les coûts politiques est tel que nous négligeons des investissements qui pouvaient nous aider à progresser parce qu'il y a des ajustements politiques à faire au niveau des institutions pour garder justement ce que vous appelez équilibre. C'est pourquoi j'ai dit, le vrai débat chez nous, on doit s'interroger sur la portée réelle de la Constitution de 2006. Telles que les choses sont organisées, même un président, aussi bon soit-il, aussi génial soit-il qui viendra dans ces pays, il va s'éviter au même problème. Kabila s'est évité au même problème parce qu'un président qui arrive, qui est élu certes au suffrage universel direct, mais notre constitution est telle que pour que ce président-là gère, il doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et quand il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il doit certainement négocier avec des députés nationaux qui vont le faire chanter. Et parce que le président sait que je ne peux pas me mettre dans une situation de cohabitation, je dois avoir un gouvernement qui s'inscrit dans ma vision, il est obligé de composer avec les députés nationaux. Et composer avec les députés nationaux suppose que vous devez les entretenir. Et la meilleure façon de l'entretenir, vous n'allez pas les entretenir politiquement. Voilà. Il faut les entretenir financièrement. C'est pourquoi je repose le problème. En fait, par rapport à la tribune que nous propose Matata sur la politique et l'économie,
la conclusion de sa tribune est simple. Il se dit simplement, pour un pays comme la RDC, on doit quelque part faire des choix judicieux. C'est vrai que nous voulons garder l'équilibre des institutions, mais cet équilibre des institutions nous écarte des choix économiques pour faire progresser la nation. C'est ça le vrai problème. Évidemment, bon, c'est vrai que sa tribune ne peut pas être considérée comme une parole d'évangile. Il a posé le problème, il a soulevé un débat, il peut avoir tort comme il peut avoir raison, mais moi je considère qu'il a tout à fait raison. Voilà, le débat est loin d'être terminé et le mérite de l'ancien Premier ministre, c'est d'avoir soulevé une question qui échappait parfois à beaucoup d'intellectuels. On va continuer avec cette émission, mais d'abord ça. Retour sur ce plateau, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Géopresse, vous êtes dans Géopresse, votre émission de débat économique et aujourd'hui les journalistes Faustin Kouediasala et Fiston Oleko, on est en train de décortiquer les idées émises par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à travers un document qu'il a publié, il appelle ça « Ce que je pense », c'est-à-dire une compilation de textes écrits par lui. On en vient maintenant à ce débat sur la stabilité macroéconomique ou la fausse stabilité macroéconomique, comme le qualifie lui-même l'ancien Premier ministre Fiston Oleko. Lorsque le Premier ministre dit, l'ancien Premier ministre dit par exemple que la stabilité qu'on nous a vendue depuis des années, en réalité c'était une fausse stabilité, que peut-on comprendre par cette affirmation? Oui, merci pour la question. C'est que depuis 2017, nous avons constaté avec nous tous comment est-ce que la situation économique, même la tissu économique a connu des chocs suite à l'inflation, suite à la dépréciation de la monnaie nationale. Et quand il parle de la fausse stabilité aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons eu une forme d'instabilité justement avant même son départ de la primature. Et avant ce départ de la primature, après qu'il est parti, on a connu vraiment une forme de dégringolade. Quand on parle de la stabilité macroéconomique, on voit justement, je ne peux pas aller dans des théories des agrégats du cadre macroéconomique. Et là, il s'est beaucoup plus appesanti sur les taux d'inflation et les taux d'échange au marché. C'est-à-dire que si vous voyez la courbe, depuis qu'il est quitté, depuis 2017 jusqu'à 2020. Il a quitté en 2016. Non, depuis 2017, ouais, depuis 2017 jusqu'à 2020, vous allez comprendre que le pays a vraiment beaucoup régressé en termes surtout du taux d'échange. Nous avons quitté de 90 francs de 900 francs de dollars. Moi, je rappelle ici que Matata Ponyo, au-delà d'être politique, c'est un homme de sciences, un économiste qui réfléchit, qui émet des idées, analyse et critique. C'est-à-dire dans sa critique, laissez un peu de faire voir. Là, il a démontré d'ailleurs bien que la stabilité que nous avons aujourd'hui, c'est une stabilité factice. En analysant, en lisant, j'ai compris qu'il avait partiellement raison. Parce que si vous voyez, la stabilité que nous avons aujourd'hui, surtout dans les cas du taux d'échange, c'est que c'est beaucoup plus guidé par les appuis de l'extérieur. Alors que le pays a connu à un moment donné une stabilité qui a été favorisée justement par la balance de paiement. La balance de paiement, la balance de paiement. Parce que nous avons vendu, nous avons exporté les biens et services, et qu'il y avait des excédents qui ont permis à ce que les réserves d'échange atteignent même jusqu'à 1,7 milliard de dollars américains. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, nous sommes au niveau de 3,5 milliards de dollars américains. Hein. De dollars américains. Et vous allez comprendre que les pays, depuis 2020, 2019, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, nous avons été appuyés par les institutions de Bretton Woods à hauteur de 4 milliards de dollars, 4,5 milliards de dollars américains. Donc, si on soustrait justement ces 4 milliards, 5 de dollars américains, on sera même à un taux, à un niveau de réserve d'échange de moins 0. C'est-à-dire, je pense qu'il a raison, c'est une stabilité qui est un peu fragile parce que au moment où les institutions là
constateront ou vont arrêter avec ça et ça va créer encore une dégringolade une situation un peu fâcheuse au niveau de notre économie. Voilà, Faustin Kouediassala, je reviens à vous. Vous avez un recul important sur les questions économiques. On sait que depuis 2001, les autorités nous disent la RDC a accumulé 20 ans de croissance positive. Maintenant, l'ancien Premier ministre nous dit non, en réalité, depuis 2017, la RDC est entrée dans une instabilité économique. Comment comprendre cela? Et selon même l'ancien Premier ministre, si jamais les autorités n'avaient pas usé des subterfuges économiques, on serait peut-être à un taux de 4 000 francs pour $1. Comment comprendre cela? Bon, merci Vatri pour la question. Évidemment, bon, votre question c'est par rapport à l'affirmation du Premier ministre Matata quand il parle d'une fausse stabilité macroéconomique. Moi, je crois qu'il serait beaucoup plus important d'avoir de sa plaisanture sur le terme. Oui. En fait, la stabilité économique, je vais faire plus simple. La stabilité macroéconomique, c'est comme la température dans un corps humain. Vous savez, notre température corporelle normale, c'est autour de 36 degrés. C'est-à-dire quand vous êtes en deçà, on suppose qu'il y a un problème. Et quand vous êtes au-delà, là aussi, il y a un problème. Donc, la stabilité macroéconomique pour une économie, c'est comme... vous savez, quand vous voulez construire en hauteur, il faut s'assurer que vous avez une très bonne fondation. Que la fondation est solide, que ça peut résister au fur et à mesure que vous vous élevez en hauteur. C'est ça justement la stabilité dans une économie. Parce que vous savez, comme dans un corps humain, quand vous allez voir un médecin, il constate que vous faites la fièvre. Il suppose que, parce que la fièvre, c'est la manifestation d'une maladie que le médecin doit découvrir. C'est exactement ça avec la stabilité macroéconomique. Et la stabilité macroéconomique, en fait, on l'appréhende à partir de ce que même dans un corps, on appelle des signes vitaux. Et en économie, on utilise 2 grands paramètres qu'on appelle des indicateurs conjoncturels. Le premier paramètre, c'est le niveau général des prix des biens et services sur le marché. C'est à partir de ça qu'on mesure les taux d'inflation. Et après, il y a la valeur externe de la monnaie nationale qu'on mesure sur les marchés d'échange avec la parité, des devises, ainsi de suite. C'est-à-dire, maintenant, pour revenir à votre question, ce que ma tête appelle la stabilité macroéconomique factice. Oui. Parce qu'on suppose que la stabilité du cadre macroéconomique doit servir à quelque chose. Oui. Et la stabilité du cadre macroéconomique doit servir à pousser l'économie vers le haut. Et l'économie ne peut être poussée vers le haut que s'il réalise des taux de croissance positifs. Oui. Et si votre stabilité, vous arrivez à la stabilité des prix intérieurs, vous arrivez à la stabilité de la monnaie nationale, mais vous réalisez vous êtes en décroissance, ou vous affichez une croissance très faible, on doit se poser une question. Parce que dans ces pays, vous savez, dans ces pays, il faut qu'on ait les mérites de reconnaître certains bienfaits. Vous savez, je ne loue pas le travail que ma tête a fait, mais on doit quand même les rappeler à ceux qui nous suivent. Quand ma tête a été nommé Premier ministre, bien avant même, en 2010, quand il est ministre des Finances, il a inscrit son mandat sous le signe de la stabilité macroéconomique et de la croissance. Et évidemment, on a senti que réellement notre économie était sur une pente totalement ascendante. Et c'est ce qui a même fait à ce qu'il soit porté beaucoup plus haut vers la primature. Mais quand ma tête est nommée à la primature en avril 2012, coup de tonnerre, au mois de novembre 2012, on suspend le programme avec le Fonds monétaire international. Vous vous rappelez, on avait un programme économique du gouvernement là, que le Fonds monétaire avait soutenu. Avec tous les deux autres qu'il y avait dans les secteurs miniers, le Fonds monétaire était obligé de suspendre le programme. On se retrouve en novembre 2012 avec un pays qui n'est plus en programme avec les Fonds monétaires internationaux. Les gens peut-être me diront, mais un programme avec le Fonds monétaire international, ça sert à quoi? En fait, avoir un programme avec les Fonds monétaires internationaux, comme c'est le cas aujourd'hui, ça vous donne un certificat de crédibilité sur le plan international. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez toquer à gauche et à droite pour solliciter des appuis budgétaires ou peut-être solliciter des financements. C'est ça le grand avantage. C'est-à-dire un pays qui ne se retrouve pas en programme avec le Fonds monétaire international, quelque part, c'est comme un pays qui est au bord de l'isolement financier. Et en novembre 2012, on s'est retrouvé dans cette situation-là, dans ces pays-là. Et on était obligé d'imaginer de nouveaux modèles pour tenir. Et ces nouveaux modèles ont marché. Vous savez, Patrick, il y a un postulat en économie, au moins les classiques le savent. Ceux qui sont friands de l'économie monétaire, ils savent que les taux d'inflation, c'est-à-dire avoir un taux d'inflation
faible allié directement à une croissance négative, ce sont des paramètres qui ne vont pas généralement ensemble. C'est-à-dire, soit vous avez un taux d'inflation fort qui pousse la croissance. Parce que quand vous avez un taux d'inflation fort, on suppose que le marché est en ébullition. Et c'est pourquoi même il y avait un grand débat à l'époque, quand Matata a aligné des taux d'inflation faibles, mais avec des taux de croissance positifs. Et je crois même la FEC avait tonné. La FEC avait dit non, ces mélanges-là freinent la croissance. Or, on s'est rendu compte qu'entre 2012 et 2016, c'était tout à fait différent. C'est que dans ces pays, on a même eu l'avantage de contredire les théories économiques classiques. C'est-à-dire, il y avait une période entre 2012 et 2016 où on a aligné des taux de croissance faibles, mais avec un taux de croissance positif. Pardon, un taux d'inflation faible et puis un taux de croissance positif. Bon, évidemment, il y a des paramètres qui ont joué, parce que vous savez, notre économie est plus portée par les secteurs miniers. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait l'embellie, du cuivre, du cobalt, ainsi de suite. Bon, il a bénéficié des concours de circonstances. Voilà. On ne peut pas les lui interdire quand même. Voilà. Il a bénéficié de concours de circonstances qui a fait qu'il se retrouve au bon moment et au bon endroit. Très bien. Voilà. Mais Fiston Oleko, quand il dit que la vraie stabilité a... Je reprends presque le discours de Faustin tout à l'heure, la vraie stabilité a existé entre 2012 et 2014 et 2016. Et même la Banque mondiale, selon moi, en tout cas, je n'ai pas vérifié, la Banque mondiale a dit que la RDC en 2014 était alignée parmi les pays les plus dynamiques économiquement. Mais on a toujours l'impression que la misère existe malgré tout. Quelle est maintenant la marge de manœuvre entre les performances sur les papiers et la misère qui se termine dans la vraie vie des personnes? Bon, il faut dire que la croissance, c'est pas, je vais dire quoi, la stabilité, comme M. Fossibou Diassala l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi, ce sont des garanties qui vous permettent justement de pouvoir projeter l'avenir, projeter la prospective, pour projeter le progrès. Ça ne se voit pas directement parce que la croissance se détermine par rapport à l'année passée. C'est-à-dire, on voit ce que vous avez produit. Il n'y a pas de part de la croissance, généralement, on voit le PIB, c'est-à-dire tout ce que le pays a produit, biens et services sur le marché. On voit par rapport à l'année passée. Qu'est-ce que vous avez produit à l'année passée par rapport à cette année? Et les chiffres, tels que ça se présente, ça donne directement à penser que les choses changeront d'un jour à l'autre. Je vais vous donner un exemple. Comme en France, la France a un budget un peu colossal. C'est-à-dire, quand on parle de la croissance en France, c'est un point colossal à un point colossal. Oui. C'est-à-dire qu'ici à RDC, nous sommes au fond du trou. Déjà au fond du trou, avec des budgets par exemple des 5 milliards. Avec des PIB de 45 milliards de dollars américains. C'est-à-dire, on fait un peu de 5, 6, 7%, c'est proportionnellement à ce que nous avons produit et cela ne donne pas directement lieu à des grandes réalisations de grandes prouesses, mais ce sont des indicateurs qui montrent que vous êtes justement dans la bonne voie. Parce que vous avez dit, le mal est tellement profond, nous sommes tellement en retard en beaucoup de choses qu'on ne peut vraiment pas voir ça. Mais il faut dire que il y avait quand même, on se souvient bien, il y avait quand même des points positifs, surtout quand on voit au niveau intérieur, surtout avec le système de la bancarisation, il n'y avait pas vraiment eu de retard dans les salaires. Dans les salaires, il n'y avait pas vraiment eu, nous avons tous vu des grèves en répétition. Il y en avait bien évidemment, mais il n'y avait pas trop. Par exemple, moi j'ai aussi les LinkedIn. Il y avait des années avant 2010 où l'année commence. L'année, vous étudiez pratiquement la moitié de l'année parce qu'il y avait des grèves qui avaient pris 3, 4 mois, 5 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est justement en ce moment-là où il a essayé de démontrer comment est-ce que la stabilité que nous voyons aujourd'hui est factice. C'est-à-dire, il dit que les pays a essayé un peu de renoncer à ces charges internes, comme les salaires, les frais de fonctionnement. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes des assemblées provinciales, il y a des problèmes des salaires. Accumulation des arriérés. Des salaires. Voilà, mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. L'État prenait en charge toutes les dépenses qui étaient
presque quasiment tout. Hein. Voilà. Tout, hein. Attends, je voulais juste compléter un peu par rapport à ce que Christian a dit. En fait, quand on pose le problème de la fausse stabilité économique, Oui. le corollaire serait justement qu'il y a une vraie stabilité économique. Oui. C'est-à-dire, la vraie stabilité économique est celle qui contribue au progrès économique, celle qui pousse l'économie vers l'avant. Et la meilleure façon, vous savez, il y a une boutade là-bas qui circulait il y a quelques années ici. Quand on parlait de stabilité macroéconomique, les gens disaient, mais on ne mange pas la stabilité quand même. Ouais. Mais les gens mangent la stabilité comment? Vous savez, les taux d'inflation en soi, c'est une taxe qu'on perçoit indûment sur le maigre pouvoir d'achat de la population. Quand les prix sont stables, on suppose que vous avez la possibilité, on dit même qu'il y a une certaine visibilité de l'activité économique. Supposons que vous avez 1000 francs aujourd'hui et que avec ces 1000 francs, vous pouvez facilement acheter un certain nombre de choses. Si les prix sont en hausse, on suppose que ça ronge ces 1000 francs-là. Oui, oui. C'est que ça détériore votre pouvoir d'achat. C'est comme si ça dit quelque chose que tu pouvais acheter avec 1000 francs, tu es obligé peut-être de l'acheter maintenant avec 1500. Et qu'avec tes 1000 francs, quand tu achètes quelque chose, c'est comme si tu l'achetais avant, mais à 700 francs. Mais tu es obligé de le faire à 1000 francs. C'est comme si on t'a soutiré indûment 300 francs. C'est ça l'inconvénient de l'inflation. C'est pourquoi on dit même que c'est une taxe indûment perçue sur le pouvoir d'achat. Maintenant, quand une économie affiche une certaine stabilité de longue durée, et qu'en même temps, il y a une nette appréciation de la valeur externe de la monnaie sur le marché d'échange, ça permet et aux ménages de bien planifier leur consommation et aux entreprises de bien programmer leurs investissements. Parce que vous savez, la base de la science économique actuelle, tout se joue sur la fonction de consommation. Parce que notre économie politique moderne, c'est une économie d'essence keynésienne. Et toute la macroéconomie keynésienne est basée sur la fonction de consommation. C'est donc suppose que pour que l'économie avance, il faut que les gens consomment. Il faut que les ménages consomment, il faut que les entreprises investissent. Il faut que l'État, pris comme agent économique, consomme, c'est-à-dire investisse. Maintenant, quand il y a une certaine stabilité de longue durée, la stabilité ne peut être positive que si elle contribue à la croissance. C'est-à-dire qu'elle permet aux ménages d'améliorer leur pouvoir d'achat, elle permet aux entreprises d'investir, et elle permet aussi à l'État de faire face à ses fonctions régaliennes. Mais quand vous dites qu'il y a stabilité, on sent que la croissance se tâtonne. Parce que l'année passée, je reviens même à l'année 2020. 2020, comme il y avait la Covid, tout ça, on a trouvé une excuse. Mais on a frôlé la dépression. Parce qu'on a réalisé un taux de croissance autour de 0,2%. Mais c'est vrai qu'avec tous les appuis qu'on a reçus du Fonds monétaire international, parce que vous savez qu'en 2020, notre économie était pratiquement en réanimation, c'est grâce au fonds qui lui a injecté de l'argent frais qu'on a réussi à améliorer notre balance de paiement. C'est pourquoi en 2021, on a essayé quand même de dépasser la barre de 4%. Et pour l'année 2022, on mise les 5%. On est parti de 0 en 2020, de 4% en 2021, et cette année, on vise de 5%. C'est vrai que la croissance est là. Et que sur le marché des biens et services, il y a une certaine stabilité. Mais qu'est-ce que la population gagne dans tout ça? Voilà, on me signale qu'on est en train d'avancer très vite avec le temps. Une question quand même, quelle devrait être une politique globale pour que toutes les stratégies aboutissent vraiment à un développement et puis à un équilibre au niveau de la stabilité économique? Bon, vous savez Patrick, en fait, vous savez la politique économique d'un pays. La politique économique d'un pays est traduite de manière chiffrée par ce qu'on appelle le budget de l'État. Si vous voulez comprendre quelle est la trajectoire qu'un pays veut prendre, il faut analyser ses choix budgétaires. Il faut analyser ses choix budgétaires parce qu'on peut bien dire, je vous rappelle que le programme de campagne du chef de l'État, c'était vaincre la pauvreté. C'est-à-dire, vaincre la pauvreté, c'est un slogan. Mais pour qu'on sache que non, réellement, il y a une politique volontariste de vaincre la pauvreté. Parce que vaincre la pauvreté, c'est, pour le dire ça en termes très simples,
c'est améliorer le pouvoir d'achat de la population, lui donner un revenu. Parce qu'on ne peut consommer que si on a un revenu. Quelqu'un qui n'a pas de revenu, il ne peut pas consommer. Donc quelqu'un ne peut sortir de la pauvreté que si on lui donne accès à un revenu. C'est-à-dire quand vous dites non, je vais vaincre la pauvreté, on suppose que vous allez améliorer le pouvoir d'achat de votre population. Et améliorer le pouvoir d'achat de la population, on a dit tout à l'heure que non, on se félicite que la relance post-Covid est sur la bonne voie parce qu'on est parti de 0% de taux de croissance, on est à 4%, maintenant on vise les 5%. Mais il faut poser maintenant un problème parce que le problème qui se pose chez nous, on a un sérieux problème de la redistribution du revenu national. On a un sérieux problème de revenu national. C'est pourquoi je vous ai renvoyé au budget. Parce que c'est dans les budgets qu'on peut facilement décliner la politique économique d'un pays. Qu'on peut facilement voir qu'est-ce que nous voulons en termes économiques. On les traduit avec des choix budgétaires. Voilà. Quand dans un pays, je répète encore ce que je disais tantôt là, quand dans un pays, vous faites les choix de tout consommer, rien que pour financer les institutions politiques, c'est que vous avez fait le choix de rester dans le sous-développement. Voilà. Quand dans un pays, vous faites le choix de négliger l'éducation, de négliger la santé, de négliger le secteur des infrastructures, c'est que vous faites le choix de faire du surplace. Voilà. La même question, je la pose à Fiston Leko. Quelle serait la stratégie globale pour que la croissance profite maintenant et qu'elle soit stable durant beaucoup d'années? Justement, comme M. le président Boutia l'a dit, ça se pose toujours au niveau des choix que nous faisons. Je veux rappeler ici que l'année comme 2019, les dépenses en investissement ont été à hauteur de 5%. 2020, c'était à 3%. Oh. C'est-à-dire que c'est un choix que nous avons fait, malheureusement. Et il y a un problème surtout au niveau de l'exécution. Et là, il y a aussi des institutions comme la Cour des comptes qui n'a pas vraiment un œil beaucoup plus regardant dans ça. Parce que les budgets sont des provisions au départ. Mais à la fin, il y a un contrôle qui suit pour voir ce qui est exécuté, ce qui n'est pas exécuté. Ceux qui sont exécutés, voire à 100%, ou avoisinant 100%, voire même plus que 100%, ce sont toujours les institutions, ce sont toujours les structures de l'État. C'est-à-dire l'État lui-même consomme plus que dans ce qu'il produit. Donc c'est-à-dire que ça se pose un problème. Donc nous devons vraiment changer les fusils. Aller dans les secteurs porteurs. M. Faustin l'a si bien décrit ici, et la santé, l'éducation, les infrastructures. Même la recherche. Même la recherche. Mais justement, c'est pour que nous favorisions justement le progrès, pour que l'économie profite justement au peuple congolais, l'économie profite aux citoyens et que ça ne profite pas seulement au niveau des institutions comme nous l'avons dit. Juste un petit mot. Je sais que quand je commence à parler, là, je suis un peu trop bavard. Mais vous savez, Patrick, il y a une vérité biblique universelle qui s'impose à tous, autant à un homme qu'à un pays. Vous savez, dans la Bible, Dieu a dit à la création du monde, voici je mets devant toi les... Choisis le bien. Voilà, donc comme dit... C'est comme nous, c'est-à-dire, il y a devant nous les choix de progresser et les choix de stagner ou de reculer. C'est à nous de faire le choix de progresser. Très bien, comme dirait quelqu'un, donc la loi de finances, c'est une loi qui doit être respectée. Et toute contravention à la loi, eh bien, vous êtes passible de peine, comme disait quelqu'un. On va passer à un autre thème, toujours dans ces débats, mais d'abord ça. Retour sur ce plateau, venons-en maintenant à cet autre thème qui a été développé par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Il s'agit de la question qu'on peut qualifier de question brûlante autour des réserves d'échange. Le Premier ministre a même révélé qu'en 2001, ces réserves étaient à hauteur de 20 millions de dollars seulement. Et maintenant, ces réserves ont atteint un chiffre record de 3 milliards 300 millions de dollars. Faustin Kodiasala, je pose cette question. Ces réserves constituent-elles un levier important pour amorcer le développement au Congo? Bon, disons d'abord par principe. Oui. Par principe, les réserves d'échange ne financent pas les investissements. En tout cas, c'est une exception. Si on se retrouve dans cette situation-là. Les réserves d'échange, leur mission principale, qui est spécifique, c'est protéger la monnaie.
protéger la monnaie. Parce que vous savez, dans la situation qui est la nôtre, avec la forte dollarisation qu'il y a au niveau de notre économie, c'est-à-dire souvent, on a une monnaie qui est trop volatile. On a une monnaie qui est trop volatile, si bien que on est obligé, on parle même des réserves de change comme des matelas de devises. Des matelas de devises, c'est comme des garde-fous. C'est comme des garde-fous, c'est-à-dire pour éviter à ce qu'il y ait surchauffe au niveau de l'économie nationale. Vous savez, je vous ai donné, quand on parlait de stabilité macroéconomique, je vous ai donné l'exemple du corps humain. Le corps humain, c'est-à-dire la stabilité pour les corps humains, c'est ce que la température est pour le corps humain. Si la stabilité macroéconomique est ce que la température est pour le corps humain, la monnaie, par contre, est ce que le sang est pour le corps humain. Vous savez, Dieu le Créateur nous a, en fait, il a mis en place une machine sophistiquée qui fait en sorte que même la quantité de sang qui circule dans notre corps est régulée automatiquement. Lui seul sait quel est le système qu'il a mis en place. Si bien que quand le sang ne circule pas normalement, soit vous pouvez vous retrouver dans une situation d'hypotension ou d'hypertension, et ainsi de suite. Et c'est exactement ça avec la monnaie dans une économie. C'est-à-dire quand la monnaie ne circule pas correctement ou il y a une surliquidité au niveau de l'économie nationale, ça crée des problèmes. C'est pourquoi même au niveau de la Banque centrale, vous savez, quand vous consultez le bilan de la Banque centrale, vous allez remarquer qu'il y a une planification, même en termes des émissions monétaires. Parce que les gens croient que la Banque centrale n'émet pas de monnaie. Non. La Banque centrale a une programmation des émissions monétaires pour une année. Mais on parle de la planche à billets quand on s'écarte de la programmation. C'est la Banque centrale qui dit, moi, pour le mois de janvier, par exemple, voilà, je vais mettre autant d'émissions supplémentaires sur le marché. Et les réserves d'échange, justement, c'est pourquoi on parle même de... C'est pourquoi les termes appropriés qu'on utilise même, c'est les matelas. Okay. C'est un amortisseur de choc. Voilà. Mais maintenant, avec nous, on est arrivé dans une situation, surtout avec le Covid ici, on est arrivé dans une situation où, c'est vrai que la norme en termes de réserves, on les mesure en comparaison avec les jours d'importation. C'est pourquoi on dit on a 3 milliards de réserves d'échange représentant plus d'un mois d'importation. En fait, c'est une mesure de grandeur. C'est-à-dire pour dire que non, s'il y avait un choc au niveau de l'économie mondiale qui fait en sorte qu'on ne peut plus avoir accès au marché des capitaux extérieurs, mais notre économie peut résister pendant un mois. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est-à-dire pendant un mois avec nos réserves, on peut résister et faire tourner l'économie. Mais chez nous, il est arrivé un moment, surtout avec la Covid, comme je disais, on s'est retrouvé où on a frôlé la catastrophe. Parce qu'on a atteint des réserves qui étaient autour de 300 millions de dollars. Donc, qui représentaient à peine une semaine et demie d'importation. C'est-à-dire pour dire que si on était dans une économie qui était presque en situation de, le terme est un peu dur, en situation de banqueroute. C'est-à-dire au moindre choc, ça allait avoir des conséquences terribles sur le plan intérieur ici. Et ce qui nous a sauvés, c'est quoi? C'est le Fonds monétaire international qui est venu nous donner une première rescousse. Et même là-bas d'être intervenu pour essayer un peu d'équilibrer. Parce que, vous savez, l'économie internationale est organisée de telle manière que on ne peut pas laisser un membre s'écrouler ou faire naufrage. Au risque de contaminer les autres. C'est ça même l'avantage d'être membre du Fonds monétaire international. C'est-à-dire c'est une mutualisation de forces. C'est-à-dire quand on s'est retrouvé dans une situation telle que nos réserves étaient en chute vertigineuse, les fonds ont dit intervenir. Très bien. Et si nos réserves aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a fait une grande publicité, que non, maintenant on est à 3 milliards, ainsi de suite. C'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a un grand travail qui a été fait en interne. Mais comment on a atteint les 3 milliards là? Vous savez, il y avait une réunion du G20. Le G20, c'était, je crois, autour du mois de juin en 2021. Avec la crise de Covid, les G20 se sont réunis, en fait, les 20 pays les plus industrialisés du monde. C'était les G7, on a assisté les autres. Ils se sont dit non. Comme on est en train de sortir calmement de Covid, parce que le Covid a eu des retombées négatives dans l'économie mondiale,
il faut que nous nous mettons d'accord. Il faut que nous nous soutenons. Les G20 avaient adopté les principes. Les principes d'ordonner au Fonds monétaire international de vendre une partie de ses réserves en or. Okay. Et ce sont ces réserves en or-là qu'on a évaluées en DTS, les droits de tirage spéciaux. C'est une unité de compte IFMI. Et quand vous le convertissez en dollars, ça donne un montant. Maintenant, les gens du G20 se sont dit, bon, maintenant qu'on donne autorisation à l'IFMI de superviser ces opérations-là. Comme ça, les produits de la vente de ces réserves en or qu'on va convertir en dollars, on va se les partager entre les membres. Au prorata de les quote-parts dans les fonds monétaires internationaux. C'est ce qui a fait que nous nous retrouvons avec 1,5 milliard qui est venu du Fonds monétaire international. Voilà. Et ce sont ces 1,5 milliard là ajoutés aux 1,5 milliard qu'on avait déjà chez nous, qui a fait que nous atteignions les 3 milliards. Avec les fameux DTS. Fiston Léco, je crois que Faustin Kodiassala a ramassé beaucoup de choses en disant ça. Mais les réserves d'échange, donc la publicité qu'on a faite à travers les médias, ce n'était que politique. Donc les réserves internationales, les réserves d'échange, si je comprends bien, ne servent pas directement par principe à financer la consommation ou bien on va dire l'investissement au pays. Justement, vous savez, c'est toujours très difficile d'intervenir un peu, mais je peux vous dire ça, rodé en matière économique. Et oui, justement, vous l'avez si bien dit. Et les réserves d'échange n'est pas destinées au financement de l'économie en termes de consommation, tel que vous l'avez dit. C'est justement pour préserver l'économie nationale, pour préserver, ou ça pour essayer un peu de donner aussi un crédit à notre monnaie par rapport aux autres, c'est-à-dire à d'autres des investisseurs qui sont en République démocratique du Congo, de leur dire c'est un signal, on dit que notre pays est capable, en cas de problème, mais c'est pour ça c'est largement étalé sur ce point-là, en cas de problème, en cas de choc, en cas d'embrouille, elle peut toutefois intervenir avec ses moyens qui sont justement les taux d'échange. C'est-à-dire que ce n'est pas destiné à ça. Bon, les politiques sont ceux qu'ils sont, ils sont toujours à l'avant-garde. Il y a même un auteur, un poète qui les appelle les danseurs, c'est-à-dire les gens qui sont toujours là à l'avant-garde pour donner des impressions. C'est-à-dire en réalité, notre réserve des taux d'échange, réserve d'échange, justement, est appuyée. Moi, je peux dire même totalement, parce que je venais de le dire tantôt ici, les institutions de Bretton Woods et la Banque africaine de développement, la BAD, ont financé la RDC depuis 2020 à aujourd'hui à hauteur de 4,5 milliards de dollars américains. Le dernier financement, c'était le FMI avec la conclusion, après la conclusion de la revue qui a eu ici. Du programme triennal. Dans le cadre de facilité élargie des crédits. Donc, c'est une forme je ne sais pas, je ne peux pas l'appeler l'illusion, mais ce n'est pas vraiment les nôtres, ce n'est pas nos forces, ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas dû à nos efforts au niveau interne. Au niveau interne, voilà. Ce n'est pas que nous avons vendu, ou nous avons produit que quoi que ce soit encore pour vous dire, même si nous avons vendu, nous ne vendons que les matières premières, c'est-à-dire nous sommes dans une forme d'économie qui est encore à sa phase primaire. Voilà donc. Donc Patrick, je voulais aussi ajouter une chose. En 30 secondes, en 30 secondes évidemment. C'est-à-dire, j'ai posé le principe que on ne finance pas les dépenses d'investissement avec les réserves d'échange. C'est vrai, il peut y avoir une dérogation. C'est ce que même le gouvernement a tenté d'obtenir du Fonds monétaire international pour que le fonds l'autorise à ponctionner une partie des réserves pour financer les dépenses d'investissement. C'est encore en discussion. Mais je crois qu'une économie qui veut fonctionner normalement ne peut pas avoir cette visée-là. La meilleure façon de soutenir la production nationale, c'est d'aider les secteurs privés. Parce que dans tous les pays du monde, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Et l'État comme investisseur n'est qu'une exception. Voilà. Donc il faut soutenir le secteur privé. Tant qu'on va négliger le secteur privé, je crois qu'on continuera à faire des surplaces. Et il serait dangereux de croire que comme on a des réserves de 3 milliards, c'est qu'on peut se permettre un certain nombre de laxisme. Pour nous, voilà, on peut consommer, il y en a encore 1 milliard là-bas. Voilà. Ça serait dangereux. Voilà, ce sera votre mot de la fin. Fiston, en 30 secondes, comment pouvez-vous résumer le ce que je pense de Matata Pogno? Moi, je peux le résumer comme étant 30 secondes. Une production intellectuelle d'un chercheur et
quelqu'un qui constate, c'était un observateur averti, qui a observé les faits, qui a analysé ici, mais aussi qui a aussi fait des propositions. Les propositions sont beaucoup plus actives sur le choix économique que nous devons faire. Et on a toujours dit qu'un homme économique, où se calcule toujours le coût d'avantage. C'est un homme rationnel. Voilà. C'est un homme rationnel. Et qui sait ce qu'il veut, qui pose des choix qui sont rationnels, raisonnés et qui veut vraiment atteindre un but. Et qui se donne des moyens pour avancer. Justement, et pour toutes les nations, le but c'est le développement. Si on pose des choix on a développé des choix qui ne favorisent pas la marche vers le développement, c'est catastrophique. Voilà, Faustin Kodesala, en 20 secondes, comment pouvez-vous résumer ce document, ces écrits de l'ancien Premier ministre? Moi, je crois, je les résume en une phrase. Vous savez, les grandes nations se sont développées par la réflexion. C'est la réflexion qui crée l'action. Et c'est l'action qui crée les progrès. Je crois que ce genre de tribune, on doit l'encourager, même si on dit chez nous qu'on ne lit pas. Mais il faut féliciter de personnalités comme Matata qui prennent le temps de poser le problème et d'apporter des solutions. Parce que vous savez, même la Révolution française, là, ça a commencé avec les philosophes de la lumière. Dans une société, il faut qu'il y ait des gens qui éclairent, qui montrent le chemin. Et je crois que Matata est compté parmi ces gens-là. Mon souhait est que d'autres lui emboîtent les pas. Voilà. Parce que le Congo a besoin de ça. Voilà, du choc des idées jaillit la lumière, disaient les intellectuels du temps passé. On a été en tout cas éclairés sur ce plateau, on l'espère, en tout cas pour vous aussi téléspectateurs. On va remercier sincèrement Faustin Kodesala. C'est moi qui vous remercie. Voilà. C'est ma première fois à Géopolis, mais bon. Voilà, très bien. J'espère que ce n'est pas la dernière. On l'espère aussi. On remercie aussi Fiston Oleko, un habitué de Géopresse, pour ses analyses toujours pertinentes. On va remercier toute l'équipe technique qui s'est affairée pour la réussite de cette émission. On remercie tous nos téléspectateurs. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine. Merci.